Bonjour, donc je suis Anna, je suis journaliste et ça fait depuis un bout de temps que je m'utilise avec le contrôle numérique de la migration. En 2019, à Leipzig, j'en ai parlé. J'ai beaucoup parlé Uber, donc je ne voulais pas parler juste du ministère de l'immigration, mais de comment est-ce qu'on utilise la technologie pour contrôler les réfugiés et leurs refuges aussi. Et donc, c'est pas non seulement la surveillance, il y a beaucoup de technologies qui sont utilisées et j'aimerais ne pas avoir à être là, ici, et j'aimerais pouvoir arrêter, mais depuis 19, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, quand on se rappelle, en 2019, il n'y avait pas seulement pas de pandémie, il y avait aussi une grande coalition. Donc, au gouvernement, nous avons un ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui a expliqué lors de la présentation de son plan. Il était content que pour son 69e anniversaire, 69 personnes ont été déportées vers l'Afghanistan. C'était dans un temps où on avait plus ou moins trouvé. On pensait que c'est toujours de plus en plus restrictif, la positive, puisque ce sont les conservateurs qui sont au ministre de l'Intérieur, donc Horst Seehofer, qui a décrit l'immigration comme la mère de tous les problèmes. C'était lui qui gérait ça. Et maintenant, nous avons la coalition du progrès et on s'est dit, peut-être que ça va être différent. On pensait ça sur beaucoup de choses, sur les politiques numériques et ceci. Et maintenant, on a encore plus de problèmes avec le nationalisme et le racisme et les radicaux de droite qui sont devenus normaux et dédiabolisés et une opposition qui s'y oppose, une gauche qui s'y oppose en utilisant les mêmes narratifs. L'Allemagne ne peut plus prendre de réfugiés et 60%, il faut être plus, il faut déporter plus en fait. Et Nancy Faeser, la ministre de la Famille, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse différence. Et ceux à droite, les Verts ont complètement abandonné leur principe de celui qu'ils sont au gouvernement. Et qui font un parti. Et quand les gens disent que personne n'est illégal, et la réponse c'est que la conférence le parti d'été, ça n'est pas un jeu. Et donc ça c'est, ils jouent avec le feu en utilisant les narratifs d'extrême droite au lieu de l'explicitance. Il parle de quoi? On est en train de parler d'hommes, de personnes, d'humains qui sont en fuite. Et ils sont en fuite devant le terrorisme, devant différentes choses, devant la guerre, à propos du climat. Les routes qu'ils prennent, change toujours. La technologie aux frontières change. La technologie à l'intérieur des pays change. Mais les frontières ne sont plus typiquement physiques. Ce n'est plus seulement un mur, c'est aussi digital. Nous avons beaucoup de technologies qui essayent de contrôler les mouvements des migrants et pour simplement éviter qu'ils ne migrent. On va essayer de limiter leur liberté. Soit on pense aux camps, aux buts où les gens veulent, les pays buts où ils vont aller, toutes les stations par lesquelles ils vont passer pendant leur fuite. Et donc ça c'est un pull factor. On essaye d'éviter que les gens viennent en Europe, en Allemagne. Et ce qu'on voit, c'est que la migration, comme autre chose, comme beaucoup de choses dans la ville, ça devient de plus en plus militaire et plus sécurisé, et que la façon des gens qui cherchent à se protéger, comme c'est des gros criminels. Et il y a beaucoup de solutions techniques qui vont être utilisées
comme par exemple de la surveillance donc sur pour voir comment les hommes se déplacent, les gens se déplacent. Nous avons les satellites, nous avons les drones, nous avons les médias sociaux, nous avons les contrôles individuels, nous avons la lecture des biométriques de marqueurs électroniques pour les gens, et c'est aussi on va commencer à essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour rendre ça encore plus intransparent. On va en regarder quelques-uns, et c'est à peu près impossible de faire ça en moins de 24 heures pour avoir une bonne idée, mais je pense que ce thème, je veux vous les présenter, et les mécanismes, je vous les montrer dans quelle catégorie ça arrive. Donc dans le petit, dans le gros, dans l'individuel et donc le systémique. Je veux commencer par le thème, un thème qui est très présent dans les médias, c'est les cartes digitales pour paiement. Il y a les ministères qui veulent donner aux réfugiés plus d'argent liquide, mais préfèrent de leur donner des cartes digitales. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça sert à quoi? S'il y a une personne qui arrive dans un camp de réfugiés, en ce moment, il y a les camps qui leur donnent un lit, un peu d'argent de poche de 180 €, ce qui n'est pas beaucoup, et c'est de l'argent qu'ils peuvent utiliser individuellement. Et s'ils continuent dans la bureaucratie, ils reçoivent 400 € plus tard. Et jusqu'à présent, c'est tout en liquide. Et donc, il y a différentes opinions sur cette situation. Et donc, la FDP dit que ça réduit l'attractivité de la raison de vouloir migrer vers l'Allemagne en ne pas leur donner de l'argent liquide. Il y a les facteurs de push et les facteurs de pull. Les facteurs de push qui les poussent pour sortir de leur pays, c'est les choses économiques, c'est les guerres, c'est la pauvreté, le manque de travail, le chômage. Et vu que ça va se changer, il y aura encore plus de demandes dans les prochaines années pour venir. Donc les facteurs pull sont la même chose mais à l'envers. C'est la raison pourquoi ils veulent aller dans un certain pays. C'est donc l'argent liquide peut être une des motivations. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que ce modèle ces théories n'est plus très actuelle. Depuis les années 80, déjà, il y a autant de raisons pour faire la migration, et ça ne suffit pas à faire cette simplification de dire 2-3 raisons. Et il y a non seulement des raisons pour partir, mais il y a toujours aussi des raisons pour venir. Et donc, c'est très complexe, et un modèle si simplifié ne peut pas vraiment représenter les décisions des individus. Et donc, effectivement, il y a chaque fois des exemples individuels et qui sont rarement la même chose. Mais quand même, cette idée, ce concept, l'argent liquide comme raison pour venir, c'est très public, c'est beaucoup utilisé comme argumentation. Donc, le ministère de l'Intérieur a eu l'idée en octobre 2020 d'introduire des cartes digitales pour les cartes de paiement. Et donc, ce genre de facteur n'a pas d'impact ou des impacts minimaux. C'est ce que dit la recherche internationale, et ça, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est quelque chose qu'on savait déjà depuis des années. Et donc, visiblement, c'est probablement égal, enfin on s'en balance si les gens ont de l'argent
liquide ou pas. Ça va probablement pas changer leur décision de venir ou pas. Donc bon, bon, il faut quand même en douter. Donc, du coup, en fait, ça veut dire quoi? En fait, il s'agit de contrôle. Il faut contrôler ce que les gens consomment, puisque ces cartes ont des limitations. On ne peut pas acheter d'alcool, on ne peut pas acheter de tabac, on ne peut pas jouer, faire de jeux de chance. Donc, des choses qui sont vues comme inadéquates n'est pas possible. Et donc, ça bloque les décisions personnelles des gens. Ce qu'on veut aussi contrôler, c'est le transfert d'argent. On veut éviter que les gens envoient de l'argent vers leur pays d'origine pour aider leur famille, ou s'ils ils ne peuvent pas non plus prendre l'argent pour envoyer de l'argent simplement à leur famille. Voilà. S'ils ont réussi à économiser quelque chose de leurs 182 €. Et sinon, on peut aussi contrôler les endroits où ils peuvent aller. Tu ne peux payer qu'avec un certain périmètre autour. Tu peux utiliser ça que dans un périmètre autour de ton endroit, c'est-à-dire tu es là et en fait ça limite leur mobilité. Donc par exemple on fait ça en Thuringe et tu as le droit juste à X kilomètres autour de cet endroit, de cette ville, et si tu es plus loin, tu peux pas payer. Donc c'est extrêmement cynique parce que j'ai regardé les fabricants de cartes qui dit pourquoi est-ce qu'on doit utiliser pourquoi est-ce qu'on peut faire ça. La raison, c'était quand même intéressant, c'était comme ça, vous pouvez supporter l'industrie locale. C'est-à-dire que c'est un instrument de contrôle qu'on peut utiliser comme marketing, qu'on fait au niveau c'est camouflé en protection des petits magasins pour les réfugiés. C'est quand même. Ils vendent ça aussi pour les communes, de faire ce genre de cartes. Ils ont aussi un certain service spécifique. On peut aussi voir comment est-ce qu'on fait pour que l'appel d'offres soit fait, pour avoir 90% d'avoir moins de travail et pour que ça aille encore plus vite, pour que l'appel d'offres soit fini plus rapidement. Ce qui m'énerve aussi avec cette carte, cette idée, c'est pas neuf du tout. Donc, ça vient d'où cette idée? Dans les années 90, entre autres à Berlin. On a déjà testé et à Berlin, ça n'a pas marché. Ça a été pendant quelques années et ensuite il y a eu divers problèmes. Par exemple, un problème, c'était que les discounters n'ont pas utilisé cette carte. Donc les gens ils avaient peu d'argent, mais il fallait qu'avec ce peu d'argent, ils aillent uniquement dans des magasins qui sont relativement chers. Et donc au final, 70 pays, 70 magasins à Berlin où on pouvait utiliser ça. Et donc, c'était des magasins plus chers. Et en plus, il fallait qu'ils aient des longs chemins pour pouvoir accéder aux magasins. Il y a eu différents problèmes avec l'acceptation de cette carte dans les magasins où ça ne marchait pas à la caisse, où les gens étaient stigmatisés si la carte n'était pas acceptée et qu'il fallait lancer un processus spécifique. Et donc, ça n'allait pas si vite que ça. Et il y avait aussi des problèmes parce qu'il ne faudrait pas payer acheter que les besoins de base, pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de transport en commun, pas d'avocat. Et ça, c'est des gens devaient discuter avec si une casserole est quelque chose d'essentiel ou pas, pour savoir s'il faut payer ou pas. S'il peut être payé ou pas. Et donc ça, on a évité, c'est aussi extrêmement haut à administrer, extrêmement cher à administrer, puisque ces cartes, il fallait les faire, et ça ne valait plus le coup. Et donc on a évité ce modèle inhumain en 2003, mais 20 ans plus tard, on recommence à zéro. Ce qui est aussi très important sur cette carte, c'est que toutes les cartes ne sont pas les mêmes. Il y a aussi un projet à Hanovre où la carte sociale, à partir de décembre,
il ne s'agit pas de limiter, il s'agit de simplifier l'administration et de donner d'automatiser le rechargement de la carte. Et c'est, par exemple, là, on peut récupérer de l'argent liquide. Il n'y a pas cette limitation et les gens peuvent aller au distributeur de billets et retirer de l'argent et faire ce qu'ils veulent avec. Et ça marche. Donc, le contre-exemple, c'est à Greiz, en Thuringe. À Gera, on ne peut même plus aller à Gera pour payer. Et si on lit ça, si les gens donnent des bouteilles en consigne, que s'ils ne peuvent pas être payés, s'ils arrivent avec cette carte, ils doivent mettre l'argent sur cette carte. Ça veut dire qu'on ne peut même pas, on essaie de bloquer la possibilité d'accéder à de l'argent liquide alors que ce qu'ils peuvent se faire payer, leurs 100 €, ils ont droit à 100 € en équipe. Bon, on ne sait pas comment on veut contrôler ça, mais si quelqu'un vient avec une bouteille à consigne, mais visiblement c'est suffisant. Mais sinon, c'est aussi pour le retour des données, des achats. Si je veux rendre quelque chose, tout l'argent doit passer sur cette carte. Par un transfert sur cette carte et un virement. Il est impossible de faire un virement à l'étranger, voilà. Donc ce système devrait être jusqu'au 31 janvier 2024, donc dans un mois, tout va être préfet. Et ça va être important que nous, maintenant, on regarde ce qui est prévu. Nous ne savons pas encore tout ce qui est prévu. Nous ne connaissons pas les limites qui vont être imposées. Nous ne savons pas comment la protection va être organisée. Mais ça va être un thème sur lequel il va falloir, ça va être très important dans le prochain mois. Et sinon, quelqu'un font un travail. Bien sûr, en Bavière, ils ont déjà lancé l'appel d'offres pour 17 millions, un système pour les 380 réfugiés dans le Land. Je dois prendre un petit coup d'eau et on continue après. Alors maintenant, je continue avec un autre thème qui n'a pas tout à fait à faire avec le contrôle de la vie privée des gens, mais ça concerne les données privées. Et il y a une chose qui est un peu ignorée depuis les dernières années, c'est la base de données sur les étrangers. Et depuis 1940, ça a été réformé 40 fois depuis 1953. En ce moment, il y a apparemment 26 millions de personnes enregistrées sur ces données. Et il y a plein de données différentes qui sont enregistrées ici. Si une personne qui est venue comme réfugié, il y a plus de données qui est gardées et enregistrées en comparaison avec d'autres étrangers qui viennent en Allemagne ou qui ont d'autres ou aucun statut. Et donc, il y a certaines différences entre les différents étrangers. Et ça considère chaque personne qui n'a pas le passeport allemand et qui est en Allemagne pour quelques années ou pour un temps plus longtemps. Et il y a même des gens qui sont déjà repartis, mais qui sont toujours enregistrés ici. Et donc, on a très bien observé cette situation. Et il y a une phrase que vous connaissez peut-être déjà, c'est... Et il y a une définition de loi qu'il faut faire très compliquée pour que ce n'est pas très compréhensible à quoi ça sert. Et on est en train d'éviter la migration, c'est quelque chose pour l'intégration des gens.
pour que les gens... On a besoin d'envoyer autant que possible les gens à l'extérieur de façon à ce que ceux qui restent s'intègrent mieux. Mais bon, c'est une logique. Donc, à partir de cette loi, les administrations qui ont accès à ce registre central des étrangers puissent avoir un accès plus rapide sur leur numéro d'identification qu'une personne a pour les trouver plus rapidement dans leur système. Mais avant de continuer, qu'est-ce qu'il y a donc dans ce registre, dans cette base de données? Donc il y a le nom, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est l'attachement. Je ne vais pas le lire en détail, c'est pas ça, mais on voit les différentes catégories et on voit les différentes personnes. Et dans la quatrième colonne, on voit à qui ces données vont être, d'où elles viennent et à qui elles vont être transmises. Entre autres, il y a l'adresse, bien sûr. Il y a les informations sur la santé, sur les vaccinations. Si est-ce qu'ils veulent partir d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont dit oui, je veux partir en échange de paix? On va le mettre dedans, même s'ils sont partis, pour éviter qu'ils ne reviennent. Il y a les cours d'intégration dedans. Et une des dernières extensions, ça a été l'asile et les documents du tribunal. Ça peut être très sensible si ça tombe dans de mauvaises mains. Et donc sinon, quand on est au Bundestag, au Parlement, c'est un nouveau loi pour... bon. Alors, c'est pour que les autorités sociales et d'immigration puissent mieux échanger les données pour savoir quand une personne reçoit de l'argent social ou ne les reçoit plus, parce que, par exemple, ils ont déménagé ou parce que s'il y a quelque chose qui a changé dans leur vie, d'un côté, on peut le critiquer parce que ces données sont très sensibles, mais ce qui est spécialement énervant, ce n'est pas plus et plus et plus de données, c'est aussi qu'il y a de plus en plus d'administrations qui y ont accès. Il y a l'accès dans les automatisés ou alors l'accès sur l'accès individuel. Et quand on regarde combien d'administrations ont des données, c'est 16 000 administrations. Ça fait beaucoup. C'est des job centers, les services jeunesse. D'ici peu, la justice devrait y avoir accès, les prisons devraient y avoir accès. Et donc, tous ceux qui éventuellement pourraient avoir affaire avec des étrangers y ont accès. La police aussi, les services secrets. Voilà. Donc, avec l'accès automatisé, pour l'instant, c'est 3 956 administrations qui ont le droit. Maintenant, ça devrait être 3 000 de plus. Ça veut dire aussi les services de santé, les services jeunesse, ces accès automatisés sont un énorme problème. J'ai demandé au service d'immigration si, quand il y a des problèmes de perte de données, on connaît tout ça, dans tous les scandales à propos des bases de données de la police, qu'il y a toujours quelqu'un qui l'utilise parce que quelqu'un voulait savoir où habite Hélène Fischer, qui est une chanteuse, ou un policier radical voulait outer un gauchiste. Et donc, le ministre de la Migration
l'administration a répondu que c'était 1,8% des tests disaient que c'était faux. Et ça le système de prise, tous les trimestres, il prend 3400. On cherche des requêtes et on regarde est-ce que c'est plausible. Est-ce que c'est plausible? On redemande et peut-être pourquoi est-ce que tu as demandé ces données et ensuite on voit si c'est d'accord, si ça passe ou ça passe pas. Et donc 1,8%, il y avait 0,3% des cas où où il fallait enregistrer puisque la perte de données était un risque pour les droits et de la personne. Pour les droits et la liberté de la personne. Ça sonne pas beaucoup. 1,8% et 0,3%, c'est pas beaucoup. Mais quand on regarde combien d'appels il y a eu, combien de requêtes, ça fait quand même beaucoup. La GFF a écrit dans une société, c'est 1 sur 14 000 éprouvés. Ça veut dire qu'on peut faire la règle de 3 pour calculer combien il y a de personnes qui sont touchées, qui pourraient vraiment leur dédommager. Il y a déjà des cas qui ont été rendus publics. Par exemple, une personne native d'Égypte qui, sur Facebook, a informé comment en Allemagne, la Fachkräfteeinwanderungsgesetz, on a reçu un Nachricht avec les informations du registre central et une menace qu'il faudrait éviter de tirer des gens vers l'Allemagne. Et donc ça, c'était quelqu'un qui travaillait dans le ministre du Travail, que ça a gêné que cette personne envoie cette information sur Facebook. Et on peut regarder dans le registre et lui faire un peu de stress. Donc ça, c'est une des lois qui est en train de se faire. Il y a les différentes lois. La loi qui veut donner les chances à envoyer les gens plus vite en dehors. Et il y avait déjà la première fois au Parlement où on en a parlé. Et effectivement, il faut des règles très strictes et claires pour que l'Allemagne puisse être... qu'on peut reconnaître l'Allemagne en dehors, comment ça fonctionne. Et donc, dans ces lois-là, c'est pas vraiment spécifique sur les données différentes, mais ça parle aussi des données sur les portables et comment prendre les données sur les portables et comment travailler avec ces données-là qui prennent des portables des réfugiés. Et donc, avec l'Association des droits de liberté, ils ont fait une recherche 2019 qui a donné plusieurs résultats. Il y avait des personnes qui étaient touchées par ces situations. Ça a pris beaucoup de temps, mais à la fin, il y a eu des choses réussies. Il y a lire les téléphones portables, ça n'est pas constitutionnel. Ça nous a fait plaisir qu'il y ait eu cette décision. Entre autres, une autre partie de ce jugement, c'était qu'il faut voir s'il y a une possibilité d'utiliser d'autres moyens plus simples si la personne dit la vérité. Et c'est un moyen plus simple. Parce que c'était le but officiel de cette loi, mais il y avait d'autres idées. Par exemple, quand on ne peut pas... quand on peut présenter un certificat de mariage et pourtant ils ont lu le portable. Donc il y a eu d'autres possibilités. Il y a maintenant plus personne. En fait, les autres administrations qui ont lu les téléphones portables se sont aperçus que ça n'aidait même pas. Donc ils ont arrêté. Et donc ça, c'était la réaction de Nancy Faeser. On fait la loi et on est en train d'étendre tout et on va simplement dire qu'on voit les
chose qu'on considère ça. Nous, on va faire ça plus tard, mais on veut quand même les lire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est comme si on touche aux droits humains, non pas quand on lit les données, mais quand on les évalue. Et c'est voilà, pour télécharger. Donc avec l'effet secondaire que si on fait cette évaluation plus tard, et avoir plus tard, jusque-là, le téléphone doit être copié et regardé. Notre copie. Donc, le changement de loi, si vous faites des changements, et donc, ce ne sont pas seulement les téléphones mobiles, mais aussi les nuages, les données dans le nuage, enfin dans le cloud. Et donc, il faut aussi avoir accès à ces données, par exemple dans les Google Drive ou dans d'autres fournisseurs de cloud. Et donc, pour avoir une meilleure vue dans la vie de ces gens-là, et pour faire encore mieux, on va aussi perquisitionner directement chez la personne, et on va aussi perquisitionner les sticks USB, mais on veut aussi aller dans leur chambre et perquisitionner leur chambre pour trouver ces choses et ensuite les perquisitionner. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la chambre et toutes les pièces de ce refuge, on peut chercher un téléphone portable qui a 2 semaines parce que le dernier est cassé pour voir si la personne maintenant a appelé vers l'Afghanistan. Mais non seulement le ministre de la Migration et celui de l'Intérieur, mais aussi la police s'intéresse pour ces données. Nous avons ouvert un article. Donc, on a vu que la police fédérale regarde les téléphones des gens qui traversent la frontière et on s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et ils ne font pas ça contre les personnes directement, mais ils font ça juste pour avoir des informations sur la criminalité d'import. On a les personnes, ils ont un téléphone, et donc on pense que cette personne aide aide des passeurs à envoyer des SMS à son passeur, et donc on va regarder les SMS. Et des fois, on va pas seulement en vitesse, on prend le téléphone pendant plusieurs mois, alors qu'eux sont déjà bien quelque part ailleurs, et au final, on les laisse payer les frais de port pour leur envoyer après qu'on ait utilisé les indices pour peut-être avoir trouvé leur passeur. C'est ce que fait la Bundespolizei. Et ils détruisent, sinon, parce qu'ils ne veulent pas que les gens utilisent ils les détruisent aussi pour éviter que les gens voient comment se passe une évacuation aux frontières. Autre chose qui n'intéresse personne, ce sont les utilisations de l'intelligence artificielle. Il y a des systèmes d'assistance pour la sécurité. Et ça, c'est le ministère de la BAMF qui parfois sont des indices pour des immigrants qui sont soit pour la sécurité publique, soit donc pour les indices pour la police ou pour les services secrets. Ils ont donc travaillé, donc le BAMF a travaillé avec un système. Ils ont payé 18 000 € pour le tester et en 2022, ils l'ont mis en production. Donc ça fonctionne de telle façon. Il y a le protocole. Les gens expliquent leur histoire. On a fait un protocole. Ça a été envoyé à un système qui va chercher les mots-clés et qui après pourrait expliquer quelque chose qui est fait pour
truc. Ensuite, on va faire un deuxième tour avec le contexte. Est-ce que ça aussi, c'est intéressant pour la sécurité nationale? Et si c'est fait comme ça, on va avoir les emails. Et si tout ça, c'est intéressant, on va envoyer ça à l'administration concernée. Ensuite, du coup, ça doit être beaucoup plus d'informations, mais en fait, il y en a plus de moins en moins, et moins que le nombre de gens qui ont été qui sont venus. Donc pourquoi est-ce que le reflux a été plus rapide que le nombre d'immigrés? Et peut-être que maintenant, ils pensent qu'il y a un système et que sinon ils ne regardent même plus le système. Ou alors, pourquoi? On ne sait pas. Mon explication, c'est une autre, c'est qu'en 2020, il y a eu l'évacuation Ils ont changé la loi contre le terrorisme et que certaines administrations se sont plaintes du nombre d'informations sans aucune relevance. C'est complètement inintéressante. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'être spammé par vous. On s'occupe déjà de nos histoires parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qui a parlé d'une certaine organisation terroriste. Et donc, c'est quoi c'est à laquelle il faut faire des informations? Eh bien, ça dépend de la personne, de l'administration qui va donner les données. Pour la police, c'est si la personne elle-même est en train de planifier un crime pour les services secrets, il faut simplement dire c'est ce qui pourrait intéresser les services secrets. Donc, il faut les informer. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant. Et si on regarde les trucs si on regarde ce qui a intéressé les services secrets, que jusqu'à présent, les gens, lorsqu'on fait quelque chose, en général, on leur demande pourquoi est-ce que le Brot est à Aleppo. À quoi ressemble le prix d'Alep. Et donc ça, c'est ce qui est intéressant pour eux. Donc j'aimerais bien savoir quel est le dictionnaire qui est utilisé pour filtrer les textes, mais bon, généralement, on ne reçoit pas de réponse, une réponse qui ne dit rien. Ce système en soi, c'est probablement pour les données, pour la protection des données, pas forcément très bien. Mais ce qui m'intéresse, ou ce qui m'a un petit peu énervé, c'est que lorsqu'il y a eu une question parlementaire, c'était les gens qui font une demande ne sont pas informés de l'utilisation d'une intelligence artificielle. Donc, on a classifié des modèles, on se connaît ce modèle, et ensuite, on ne dit pas aux personnes que, attention, tu nous expliques, va être traité par une intelligence artificielle, et peut-être ça va être transmis au service secret. Donc c'est quand même très énervant. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on va aussi essayer de parler de la prévision de l'immigration. C'est quelque chose qui est très intéressant et c'est pas tout à fait vrai. Enfin, pas dans tous les contextes. Il y a différents horizons temporels. Combien de gens vont venir dans les prochaines journées sur telle frontière? Il va y avoir des pronostics qui vont être à plus long sur les années. On va essayer de voir dans la boule de cristal combien est-ce que de personnes veulent venir dans ce temps-là vers l'Allemagne. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est pour les États qui doivent planifier et qui utilisent différentes données en main, par exemple les téléphones portables, combien de gens il y a à tel endroit, quelle
quelle recherche à quel endroit. Donc Google, donc ils vont chercher les trends de recherche pour voir si quelqu'un cherche comment venir en Allemagne et comment est-ce qu'est le temps, la météo, le marché du travail à certains endroits et des sondages de différents endroits, et c'est extrêmement différent selon les modèles. Je pense que ces pronostics sont très intéressants puisque d'un côté, moralement, c'est une épée à double tranchant, puisque d'un côté, on s'attend à ce que beaucoup de gens viennent, ou d'un autre quelqu'un. Donc, il faudrait peut-être préparer peut-être l'aide humanitaire, ou alors on peut envoyer les bateaux de Frontex pour que les gens puissent être mieux refoulés. Donc on a une technologie qui est extrêmement difficile et très selon le contexte, ça peut être complètement différent. Un autre projet, c'est le projet Judson. Les bureaux ont essayé d'interpréter quelles sont les influences de la migration, et en 2015, ils ont réalisé que c'est à la base du prix des chèvres qu'ils peuvent reconnaître s'il y aura des gens qui se mettent en route pour aller dans d'autres pays. Et donc, pendant les discussions avec les personnes eux-mêmes, ils ont réalisé que les chèvres sont essentielles pour la vie, le quotidien de ces gens-là. C'est leur petit trésor. Ils s'occupent beaucoup de leurs chèvres. Et donc, s'ils veulent partir, ils doivent vendre leurs chèvres qui les a nourris les années d'avant. Et donc, c'est grâce au prix des chèvres que s'il y a plus de chèvres vendues, la valeur tombe, et donc il y a moins de personnes qui peuvent partir. Et donc, les évaluations de migration future, il y a différents bureaux qui ont voulu le faire, mais ils ont été interdits. Et vu qu'ils ont utilisé les social media. Ensuite, les pronostics, il y a aussi Frontex qui est aux frontières et qui regarde où est-ce qu'il faut qu'ils aillent la prochaine fois, où est-ce qu'il faut qu'ils se postent plus. Et bientôt, on va avoir aussi l'administration pour la migration et les réfugiés depuis 2023. Qui travaille pour 16 millions d'euros pour une analyse mondiale des migrations. Le truc spécial, c'est quelque chose qui cherche, c'est un pronostic dans le futur. Il s'agit de 6 mois, ce qui pour un modèle est très sportif, et essayer de l'étendre à 12 mois. Quelles données sont utilisées d'après donc 2022, c'est pas encore clair. Ça dépend de ce qu'on va utiliser et ce qu'on a le droit de faire. Selon le SDP, les données des services secrets devraient être utilisées. Dernièrement, on va parler du système européen d'asile qui est en conflit avec le contrat de coalition, qui est exactement le contraire de ce que dit l'Europe. Et que si ça continue comme ça ressemble, que la possibilité d'envoyer, il va y avoir la possibilité, on va essayer de dégager la fiction comme s'il n'était jamais arrivé, de façon fictionnelle. Les enfants, de plus de 6 enfants, on peut les mettre en prison, qui sont à la frontière, jusqu'à ce qu'on décide si elles ont le droit ou pas de venir. Et donc, nous avons une fraction verte qui disent, c'est peut-être un peu mauvais, mais au moins, on a des livres
On a au moins des livrets d'école dans ces trucs-là. Sinon, il y a Eurodac, un système où beaucoup d'empreintes digitales sont dedans, de 6,5 millions et qui arrive à ses limites techniquement. Ça va être amélioré techniquement parce que jusqu'à 9000 questions par jour, plus le sauvegarde des données ne sont plus possibles. En plus, et donc ils prennent donc les empreintes digitales d'enfants qui ont 6 ans au lieu de jusqu'à présent 14 ans. C'est un peu merdique et c'est un énorme conglomérat de trucs où les hommes avec la technologie, où des gens rendent la vie d'autres personnes plus difficile en utilisant la technologie pour se faire. Et je ne veux pas arrêter sur... je ne veux pas dire qu'il faut complètement combattre la technologie parce que... Mais ce qu'il faut qu'on fasse, on va regarder le logo. On va peut-être regarder ce qu'on peut faire pour détruire toute cette merde. Et pour utiliser la technologie pour la vie, pour que tout le monde vive mieux. Bien sûr, on peut soutenir des organisations qui soutiennent. Il y a d'autres organisations, comme par exemple Searchwing, qui utilisent la technique, comme par exemple des drones, pour trouver des gens qui sont en péril en mer, comme SpaceEye, des grandes écoles, qui font des satellites pour voir où sont les bateaux, mais aussi puis prennent les données pour savoir où sont des bateaux en danger, où est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux, et de les reconnaître aussi automatiquement. Et il y a aussi des gens qui essayent de documenter la violence aux frontières, des pushbacks illégaux et qui font une plateforme pour la documenter et regarder. Border Violence Monitoring Network. Et sinon, il y a comme Mort comme demain, et que je vous propose de regarder, qui va parler avec la côte libyenne, et c'est aussi très inspirant quand on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette merde. Merci. Merci Anne, je pense que c'est très important. Maintenant, nous avons du temps pour les questions. Si vous avez des questions, allez sur les microphones. Est-ce que vous avez été microphone 3? Merci pour ton travail. Est-ce qu'il y avait, je cherche encore, un peu de quelque chose de politique. Est-ce qu'il y avait quelque chose, est-ce qu'il y a une situation où il y a une organisation qui a dit « Ah, en fait, on a fait trop, on ne veut pas faire ça ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Mais on n'a pas besoin de plus, mais on voit qu'on est en train, qu'il faut qu'on fasse un pas en arrière. Ouais, non, je pense que c'est difficile à dire parce que généralement, ça va jamais être publié. Attends, c'est quoi la dernière fois que l'administration a dit « Ah ben non, c'est planté, on va changer ça ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les téléphones à Berlin a dit que après avoir eu des critiques de la protection des données, dit en fait on va arrêter ça. Donc ils ont dit ça, effectivement ça ne nous aide pas puisqu'on n'a pas forcément de nouveautés et donc en plus faire un Celebrate pour avoir ça comme si on avait un gros criminel, en fait non, c'est pas forcément le plus cool, donc on va simplement lâcher l'affaire. Mais en gros, non, pas vraiment. C'est plus la mode, c'est plus... on essaye de faire encore plus de sécurité, essayer de faire plus technique. Prochaine question, micro 2. Bonjour, merci.
C'était très difficile, mais merci. Mais je me suis posé la question. Le registre central, il y a 65 millions de données. Ça fait beaucoup. Mais il y a aussi... Quand est-ce qu'ils effacent les données? Oui, on sait, quand ils effacent, après un certain temps, selon la date et selon la situation. C'est-à-dire que, par exemple, on va effacer quand la personne, dans le meilleur des cas, quand la personne a acquis la nationalité allemande, donc c'est plus un étranger. Pour d'autres choses, il va y avoir que je ne connais pas. Mais je ne les connais pas par cœur, mais oui, artisan ou par ceci ou par cela. Si elle est partie, après un certain temps, ça va effacer, mais ça dépend toujours de la personne. Ah non, si, ça descend aussi de la catégorie et de la situation. Et après certains délais, il faut effacer. Le central, c'est aussi un énorme Moloch. Donc, des fois, ça ne fonctionne pas. Enfin, l'effacement ne fonctionne pas. C'est passé qu'il y a eu des problèmes avec ce centre, avec des gens qui étaient dedans en double parce que l'écriture du nom était un petit peu différente ou parce que les anciennes données n'étaient plus actuelles. Ce sont des choses qui, dans un tel monstre, ne se laissent pas éviter, mais qui, bien sûr, sont quand même un problème. Et je serais très content quand les humains qui savent qu'ils sont dedans, parce qu'ils ne sont pas allemands, qu'ils demandent à voir ce qu'il y a dedans, et voir ce qu'il y a dedans, en fait. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Ce serait quand même... Je pense que ce serait très intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. Une question d'Internet. Est-ce que les techniques, est-ce qu'il s'agit d'un coup d'essai pour ensuite l'utiliser sur la population générale? La technologie, ça dépend de la technologie. Sur le premier point, par exemple, les cartes, il y a toujours des essais on utilise ça aussi pour d'autres personnes qui ont besoin d'aide sociale, comme la technologie qui, si on l'utilisait dans la population générale, ça ne marcherait pas. On va laisser ça sur des marginalisés qui n'ont pas de lobby et peut-être on va faire un précédent et pour pouvoir l'utiliser après plus tard. Oui, ça, tous les coups, oui. On ne va pas essayer toutes les technologies, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir lorsqu'on parle aussi de fans de football, aussi, qui sont aussi très surveillés, ou alors d'autres groupes qui sont marginalisés, qui ne sont pas trop ceux qu'on voit au centre de la société. Microphone 1. Donc, merci. Une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as des indices là-dessus? Est-ce que... Bon, même s'il ne s'agit pas d'une intelligence artificielle, mais les gens qui écoutent, enfin qui font l'entretien, ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas plus à même que l'intelligence artificielle de décider si quelqu'un doit être envoyé. Si une personne a un soupçon, est-ce qu'il n'y a pas de toute façon une information qu'il faut que cette personne le dise? Ça, c'est le chemin normal. Il y a déjà un groupe qui est responsable pour ce genre de choses. Et pour la coopération avec d'autres, et qui vérifie et qui renvoie les données à d'autres. Si c'est par mail, est-ce que ça vient par mail d'une intelligence artificielle ou si ça vient d'une autre personne? Prochaine question, microphone 4. Merci. Dans la carte de paiement digitale, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... Si quelqu'un... D'accord. Est-ce qu'il y a par exemple... Si je dis simplement, toi j'achète avec ta carte et je te file la thune, comme ça tu as quand même du liquide, ce serait une possibilité solidaire. Mais vu que c'est pas si vieux que ça,
Bon, je ne sais pas. Et je ne suis pas une juriste, donc malheureusement. Et je voudrais savoir si c'est un crime ou pas, mais c'est une excellente idée. Micro 23. Alors, moi, je me suis posé la question avec l'histoire de la carte. Est-ce que quelqu'un est déjà allé apporté plainte de toutes ces restrictions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... est-ce qu'il y a quelque chose en attente? Parce que c'est pas possible. Une bonne question. Il faut... Je sais pas. Je sais pas. Question microphone 2. Ouais, tu as donné des exemples de groupes qui aident avec la technique. Est-ce que tu as une adresse email où je peux aller si je veux les aider? De toute façon, je vais télécharger, je vais mettre je pense que je vais faire une liste avec les données de leur... ou avec comment les contacter, en fait. Alors, comme ça, vous pouvez regarder ça plus tard. Question sur le registre central. Je crois que je suis dedans. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut que je fasse pour accéder à mes données? Ouais, tu fais... Non, je ne peux pas te le dire exactement, mais il faut que tu leur demandes. Et c'est sur Internet, il y a différentes instructions, comment est-ce qu'on peut faire ça. Et donc, tu vas aller à l'endroit qui est responsable. Non, je ne veux pas le dire. Je crois que c'est le BAMF. Peut-être... faut que tu vois, il y en a plusieurs. Ça va dépendre... il va y avoir plusieurs personnes qui vont être vues. Donc, tu ne dois pas penser toi-même le texte. Il faut juste... Tu vas avoir des exemples qui vont être fournis. Micro 3. Merci. J'ai deux questions sur la carte. Donc, la première, c'est est-ce que c'est implémenté techniquement ou est-ce que ça dépend du vendeur ou de la vendeuse? Si quelque chose peut être acheté ou pas. Et la deuxième question, c'est l'histoire avec la consigne. Est-ce que c'est la réponse de la... Ah, cette personne ne me ressemble pas et donc il faut qu'il y a une différence dans le traitement, que je la traite différemment. Alors que ça, c'est la caissière qui va décider si tu es suffisamment allemand pour recevoir de l'argent de ta consigne, ou si c'est une version plus simple, si elle peut payer le reste de ses achats, ce qu'elle a acheté, et ensuite, voilà. Mais bon, tu donnes un pouvoir à un vendeur dans un supermarché, ce qui est complètement absurde. Et ce à quoi comment c'est réglé, on verra ça. C'est juste que ce sera pas clair jusqu'à la fin janvier. Je ne peux pas imaginer que ce soit vraiment comme ça, que ce soit un vrai problème. J'espère et je pense que ça va pas gêner beaucoup de gens au supermarché. Je pense que les gens à la caisse, ils vont pas avoir vraiment envie de jouer à ça, de jouer le jeu. Bon, on va voir quand ce sera mis en production. On a une autre question sur microphone numéro 3. Merci beaucoup. 17 millions d'euros d'investissement dans des systèmes pour 38 000 réfugiés. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt prendre l'argent pour passer aux réfugiés eux-mêmes directement? Et c'est quoi l'idée des Bavières? Effectivement, c'est dans la demande d'offre que c'est déjà défini comment l'infrastructure doit fonctionner et qui sera les responsables. Donc cette demande d'offre est publique, effectivement, on peut la regarder. Prochain micro. J'ai une question sur la collection des données. Est-ce que de faire une administration, ça doit être un peu compliqué, mais apparemment l'accès est très facile. Donc,
Est-ce que ça pose pas un petit problème, un risque, si c'est facile à accéder les différentes données? Est-ce que cette collection de données est dans les mêmes états que les autres sur les autres systèmes allemands? Et donc, effectivement, la question c'est est-ce que c'est nécessaire de faire une autre connexion sur ces données-là? Vu que c'est déjà centralisé, ça pose un petit problème. Gros applaudissements.